Troisième visio pour Médiacité, qui est un projet soutenu par la plateforme Happy Capital, plateforme qui existe depuis 2013 et qui a financé 170 projets pour 30 millions d'euros levés, des projets à impact qui changent la vie des gens, au titre duquel Médiacité est un bon exemple dans la mesure où voilà un journal d'investigation qui remet j'ai envie de dire, au centre du village, une forme de démocratie, une forme d'objectivité dans la presse, puisque c'est un journal qui a la particularité de ne pas faire de publicité, qui est donc complètement indépendant. Et on est très fiers de soutenir ce projet. L'idée étant, de manière centrale, de se poser la question de savoir quelle pourrait être la prochaine ville envisagée par Médiacité. Est-ce que ce pourrait être Bordeaux avec de la chance ou pas? Sachant que voilà, M. Boucher, Alain F., vous êtes de Bordeaux ou de Mérignac, nous aussi on est de Bordeaux, sans centrer la réunion autour de Bordeaux et faire du girondisme. Voilà. Néanmoins, ce sera un sujet. Donc, je vous laisse la parole, Jacques, et Alexis, donc, est directeur financier de la structure. Et puis voilà, laissons libre cours aux échanges. Merci beaucoup, Antoine. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Parfait. Parfait. Alors, écoutez, donc j'ai plaisir à participer à cette troisième soirée Happy Capital. Peut-être que certains m'ont déjà entendu précédemment, peut-être pas. Donc, je vais être obligé de rappeler un peu les grandes lignes de Médiacité, et après, si vous le souhaitez, on pourra s'attarder davantage sur le projet d'implantation dans une 5e ville, hein, puisque Médiacité est présent dans 4 villes actuellement. Pour mémoire, Lille, où nous nous sommes lancés en décembre 2016. Je suis originaire de Lille, hein, je suis un ch'ti, donc c'est une des raisons qui nous a poussé à nous lancer là-bas. Puis après, on est allé s'implanter à Bordeaux, à Lyon, excusez-moi, lapsus révélateur, puis à Toulouse et ensuite à Nantes. Hein. Donc, nous sommes présents sur 4 métropoles. On a une approche métropolitaine de notre média et on réfléchit sérieusement à une cinquième ville d'implantation pour la fin d'année. Voilà. Donc, avant de rentrer dans cette thématique qui vous intéresse, puisque je vois qu'il y a effectivement beaucoup de Bordelais ou d'habitants à proximité de Bordeaux, un petit récapitulatif sur pourquoi on existe en fait, hein, et pourquoi on s'est lancé. Donc, tout remonte à 2016, hein, comme je vous le disais. On est avant tout les créateurs de Médiacité, des anciens de l'Express. À la faveur d'un changement d'actionnaire, on a levé la main, on a pris le chèque parce que c'est possible dans la presse de démissionner et de toucher un peu d'argent, et on a réinvesti une partie de cet argent dans Médiacité. On était des spécialistes des questions locales, spécialistes des collectivités locales, spécialistes des élus locaux, spécialistes des territoires. Et on a ce goût-là. Et on a aussi on a fait le constat que la presse était très, très, très parisienne, et beaucoup trop parisienne, et qu'il y a une sorte de distorsion des choses, et que il y a énormément de choses qui se passent en dehors du périphérique parisien et qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas notamment parce qu'il y a plus beaucoup ou plus assez de journalistes qui enquêtent en région. Voilà. Donc ça, c'est la base de départ. Donc c'est une base très saine. Ce sont des journalistes qui veulent pratiquer leur métier au mieux, en profondeur, en choisissant leur sujet, en prenant le temps d'enquêter et en essayant de révéler des choses qui doivent être connues d'un plus large public. Hein. Ça, c'est vraiment le moteur. Et donc, si je vous dis des journalistes à l'origine de la création d'une entreprise de presse, peut-être que certains d'entre vous pourraient être effrayés parce que les journalistes ne sont pas des gestionnaires. Mais en tout cas, les journalistes ont pris soin, que nous sommes, ont pris soin de s'entourer de personnes qui savent et qui nous accompagnent très fidèlement depuis le début. Et donc, parmi ces personnes, il y a Alexis, que je salue, qui peut peut-être se présenter en quelques mots d'ailleurs, qui nous accompagne sur le volet financier des choses depuis, je vous le disais, l'origine de Médiacité. Alors moi, j'ai rejoint le projet Médiacité en
En 2017, d'abord, en fait, quand Jacques est venu me solliciter pour réaliser un premier business plan en février 2017, donc ça va faire 4 ans maintenant que je suis dans l'aventure, je suis tombé amoureux du projet. Moi, je viens de la finance, j'ai une entreprise de conseil, je dirais, en finance pour les startups. Je suis tombé amoureux du projet au point que je suis devenu investisseur dès 2017, puis à nouveau en 2019, puis à nouveau en 2021. Donc, je suis le projet depuis ses débuts et je m'occupe, autant que faire se peut, de tout le suivi financier, de reporting. On fait un reporting très précis aux investisseurs tous les mois, pas mal de détails. On suit très près, évidemment, les abonnés, le cash. C'est le nerf de la guerre. Et je serais ravi de répondre à ces questions de points morts, de rentabilité, de combien d'abonnés on a besoin pour équilibrer un média comme Mediacité qui a fait le choix de ne pas avoir de pub. Donc un choix qui se répand, mais qui quand même reste rare, et donc a ses spécificités, beaucoup d'avantages, mais aussi ses challenges. On s'y attelle tous les jours. Merci Alexis. Donc, lancer une aventure comme Mediacité, c'est rencontrer et croiser des gens comme Alexis et comme beaucoup d'autres qui nous aident et nous accompagnent de façon très fidèle, je répète. Donc, des avocats, des commerciaux. Au total, Mediacité, c'est une équipe de 10 personnes à peu près qui sont à temps plein sur le projet et autour, il y a beaucoup de gens qui gravitent. Des gens en prestation, comme Alexis, et également des pigistes qui, dans le jargon interne au métier de journaliste, équivaut à des journalistes qui sont payés à l'article. Donc, on leur commande des sujets, ils nous proposent des sujets, et ils sont payés en fonction de la longueur de l'article. Certains ne pigent qu'une fois dans l'année pour nous, d'autres très régulièrement. Voilà. Donc voilà à peu près l'économie générale de Mediacité. On vous l'a dit donc par abonnement. Pourquoi par abonnement? Parce que c'est un lien fort qu'on noue avec le public. Le public, en fait, s'abonne et paye le produit, excusez-moi de parler ainsi, paye le journal avant même de recevoir les articles. Donc, c'est un beau gage de confiance et une relation durable, puisque la plupart de nos abonnés, un peu plus de 70%, sont des abonnés qui choisissent l'option annuelle, ce qui est très fort et singulier. Donc, on a réussi à instaurer une relation forte avec nos abonnés. L'autre avantage de l'abonnement, c'est que c'est du chiffre d'affaires récurrent. Et ça, c'est le point fondamental à retenir, c'est que depuis qu'on s'est lancé, on a un taux de renouvellement d'abonnement qui est très élevé. Il est de l'ordre de 70% pour les abonnés grand public, et il est au-delà de 85% pour les abonnés professionnels. Parce qu'avec notre positionnement d'investigation locale, on touche autant du grand public que des professionnels, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les collectivités, des gens qui travaillent dans les entreprises, des gens qui travaillent beaucoup dans des entreprises qui ont un lien avec la puissance publique, qui ont besoin de savoir ce qui se dit sur eux, et qui ont besoin de comprendre ce que ça raconte sur eux, et donc s'abonnent et se réabonnent, ce qui est un gage de crédit, de crédibilité. D'ailleurs, depuis notre création, on est très heureux d'avoir gagné 10 prix, très exactement. Le dernier en date, c'était le prix Média en scène, qui est décerné par France Info et Les Échos. Donc, on est très heureux de cette crédibilité, de ce taux de réabonnement. Simplement, tout avance plus lentement que ce qu'on espérait. C'est pour ça que nous sommes en levée de fonds, puisque nous sommes à peu près à 4000 abonnés, ce qui est bien, mais encore trop faible, puisqu'il nous faut à peu près un peu plus de doubler la mise pour arriver à l'équilibre. Donc, ce qui est important, c'est la dynamique de croissance. Donc, on est sur une croissance de l'ordre de 150 abonnés nets par mois, ce qui là encore est faible, mais qui est très régulier. Et donc, on pense vraiment qu'on peut atteindre le break-even, donc le point mort, à peu près à la mi-2023. Voilà. Donc, pourquoi on pense ça? Pour les raisons, les critères que je viens de vous dire. Aussi parce que la presse est en période de réinvention. Le secteur est en crise, vous le savez. Il y a une grosse suspicion sur les journalistes qui sont jugés peu fiables, parfois excessifs, parfois connivents.
il y a une sorte de rupture économique très forte avec la fuite du marché publicitaire qui a longtemps arrosé les journaux en quelque sorte et qui est parti vers les GAFA, vers Google, vers Facebook et les autres. Donc il y a une perte sèche de revenus. Tout ça entraîne des sortes de spirales négatives avec des journaux qui licencient. Vous avez dû en lire beaucoup sur le sujet, notamment à Sud-Ouest. Et vous comprenez bien qu'avec la montée en puissance d'Internet, il y a ce cycle nouveau qui se recrée, je pense, de réinvention de la presse sur de nouvelles bases. Et nous, on coche pas mal de bases qui me semblent vertueuses. L'abonnement, on en a déjà parlé. La proximité, c'est-à-dire l'ancrage local, le lien fort qu'on noue avec notre public, et on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus, mais on entretient une communauté autour de Médiacité avec beaucoup d'astuces, des innovations éditoriales, je pourrais y revenir, des débats en Zoom maintenant, mais on les multiplie, également avec une exigence et une qualité journalistique que vous pourrez, j'espère, découvrir, que pour certains vous avez déjà découvert, un positionnement qui est un positionnement profondément journalistique, qui est engagé sans être militant, qui est engagé pour des causes aussi nobles que la démocratie locale. Hein. On a été jusqu'à pondre un manifeste pour une meilleure démocratie locale, parce qu'elle est mal en point, mais non militant, c'est-à-dire ni gauche ni droite. Mes opinions politiques n'intéressent que ma femme et mes enfants, et on traite l'actualité avec le recul nécessaire qui s'impose. Voilà pourquoi je pense que nous cochons pas mal de cases qui nous sont favorables et qui peuvent nous permettre de percer. Je peux rentrer un petit peu plus dans le détail, si vous voulez, sur la composition du chiffre d'affaires et l'évolution de la société depuis 3-4 ans maintenant. Je pense que ça peut être intéressant, oui. Jacques, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire en quoi la démocratie locale est en péril? Parce que c'est fort comme terme, enfin comme mot, ça quand même. Bah, écoutez, là, le constat, ça nous emmène très loin, mais le constat, déjà, c'est que les gens se détournent de cette démocratie. C'est-à-dire qu'on a longtemps dit que le taux d'abstention lors du dernier scrutin municipal était lié au Covid, ce qui est vrai, mais ce qui n'est qu'en partie vrai. Vous avez de façon tendancielle, quand on remonte dans le temps, à chaque scrutin municipal, une érosion du taux de participation. Donc, vous comprenez que les citoyens se détournent, y compris de leurs élus locaux maintenant. Ils ne se sentent plus impliqués, engagés, ils ne s'y retrouvent plus. Quand on interroge les Français sur quel est le nom de leur maire, dans les années 80, ils étaient plus de 80% à pouvoir le dire. Maintenant, ils sont à peine 50% à pouvoir le dire. Hein. Donc, c'est un autre critère qui montre qu'il y a une désaffection du public. Alors, pourquoi ? Bon, c'est peut-être pas l'objet de la réunion de ce soir, mais il y a ce sentiment de ne pas être représenté, il y a ce sentiment d'être exclu, de ne pas participer à sa vie locale, et nous, on prend acte de ça, et par exemple, on a imaginé un outil qui s'appelle Radar, qui est un outil de suivi des promesses de campagne. Donc, on a numérisé toutes les promesses des équipes victorieuses dans les 4 villes où nous sommes présents, ainsi que les 4 métropoles. Et donc, pour ces 8 collectivités, on a numérisé 1200 promesses et on s'engage à suivre leur bonne application en lien avec le public, grâce à l'examen des délibérations publiques, conseil municipal après conseil municipal. On sort des indicateurs, on enquête sur certaines des promesses, et cet outil éditorial sert d'outil de réimplication citoyen. Hein. Donc, il y a 1000 choses à construire, il y a 1000 choses à réinventer, et on essaye de faire preuve d'un maximum d'inventivité en la matière. Je vois 1000 questions, c'est très difficile de parler et de lire les questions en même temps, donc si tu veux, prenons-les quelques-unes avant d'engager la discussion sur les chiffres, enfin, si ça te va. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Alors, attends, si je reprends, bon, déjà, merci à tous pour vos questions.
Mais Alexis a répondu un peu au fil de l'eau. Comment sont réparties les 10 personnes physiquement? Donc Alexis nous dit l'équipe est assez équilibrée entre la région et la province, enfin la région parisienne et la province. Et voilà, il en donne le détail. Il y a 2 personnes à Lyon, une à Toulouse, une à Lille. Oui, en fait, Jacques, tu peux compléter. Oui, on est parti. C'était donc des anciens de l'Express. Donc vous imaginez, la plupart habitaient Paris. Et donc on ne cesse de corriger ce défaut initial, puisqu'on est un média multilocal et on veut surtout pas être un média parisien. Donc peu à peu, on soigne l'ancrage local. À terme, l'étiage normal, c'est l'équivalent de 2 équivalents temps plein par ville, avec des gens qui habitent dans les villes couvertes. Et autour de ces 2 équivalents temps plein, vous avez un réseau, le fameux réseau de pigistes que j'évoquais tout à l'heure. Et voilà. Mais vous avez une équipe de coordination à Paris parce que vous avez des fonctions support, vous avez un responsable marketing, vous avez un responsable technique, etc. etc. Et il se trouve que malheureusement, c'est plus facile d'en trouver et de coordonner tout ça depuis Paris. Voilà. Ok. Une question qu'a laissée une internaute qui s'est inscrite. Pourquoi Bordeaux plutôt que Marseille? Tout de suite, on est un peu dans le sujet. Alors, vous voulez qu'on aborde la question de la 5e ville tout de suite? Je sais pas, non, je trouve que c'est pas comme tu veux. Oui, non, mais on peut l'aborder, il n'y a aucun souci. Et après, il y a pas mal de questions connexes que je prendrai à ce moment-là dans le paquet, si ça te va. Ouais. Alors, pour équilibrer une ville, on n'a besoin que de 2000 abonnés. Pourquoi on n'a pas besoin de plus d'abonnés? C'est qu'on fait le choix de la rareté, mais de la profondeur et de la qualité éditoriale. C'est-à-dire que on s'engage à sortir une grosse enquête, par semaine et par ville. Hein. En plus, vous avez des brèves, à chaque fois c'est exclusif, c'est l'information que vous ne retrouvez pas par ailleurs. Je répète, on choisit nos sujets. Évidemment, il y a une résonance avec l'actualité, mais on ne suit pas l'actualité. On n'est pas dicté par l'agenda des maires, par exemple, ou des élus, et on avance comme ça. Donc, peu d'articles, globalement, mais des articles très approfondis, 2000 abonnés pour équilibrer. Qui sont nos abonnés? C'est plutôt des gens qui sont impliqués dans leur ville, qui s'intéressent à leur territoire, qui parfois ont un engagement dans ces villes, qu'ils soient associatifs, politiques, syndicales, peu importe. Pourquoi pas Marseille? Pour plusieurs raisons. Parce que Marseille, déjà, est une ville pauvre, au sens, quand vous regardez la sociologie urbaine, vous apercevez que le pouvoir d'achat moyen d'un Marseillais est plus pauvre qu'un Bordelais ou qu'un Montpellierin ou qu'un Lyonnais, etc., etc. C'est une première difficulté parce qu'on sait qu'on touchera plus facilement des gens qui ont déjà une certaine aisance financière, non pas tant que l'abonnement coûte cher, puisque c'est l'équivalent de 5 € par mois, donc on l'a baissé au maximum, pour que ce ne soit pas une barrière d'ailleurs à l'information. Mais on pense que donc on a la capacité de toucher plus facilement un public de cadres, voire de décideurs en quelque sorte, et qu'on pourra en trouver plus facilement que dans une ville comme Bordeaux, que comme Marseille. L'autre raison, et elle est importante, c'est qu'à Marseille, on a déjà des gens qui ont lancé un site qui ressemble beaucoup à Médiacité, et qui s'appelle Mars Actu, et ses confrères et consoeurs sont des amis, et on n'a pas trop envie de marcher sur leur plate-bande. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont lancés avant nous, qu'ils sont à l'équilibre, donc ils ont une petite longueur d'avance, c'est-à-dire qu'ils prouvent que le concept d'investigation locale peut trouver son public. Donc quelque part, ils ont prouvé que même à Marseille, en étendant jusqu'à Aix, ils arrivent à l'équilibre. Donc ça fait 2 bonnes raisons pour les laisser jouer et évoluer dans leur métropole, et 2, songer à d'autres villes qui correspondent mieux à notre profil. Ok. Merci pour cette réponse complète. Alors, autour du sujet de la concurrence et donc de la ville choisie comme étant la 5e, qui contribuera, on espère, de façon décisive à vous rapprocher du break-even,
La question de Monsieur Boucher, quel serait votre principal concurrent à Bordeaux? Alors, quand on regarde la presse en dehors de Paris, et c'est pas condescendant de le dire, je pense qu'elle est assez pauvre, c'est-à-dire elle est assez faible. En presse écrite, qui est vraiment la matrice de la presse, puisque la presse écrite est souvent copiée, voire pillée par l'audiovisuel, vous avez un Yalta territorial avec un grand journal de presse quotidienne régionale par métropole. Sud-Ouest à Bordeaux, par exemple. À part Sud-Ouest, à Bordeaux, vous avez que de très petits acteurs. On pourrait citer par exemple actu.fr, qui est un site gratuit, qui publie beaucoup, mais des articles très courts, peu fouillés. Vous avez rue 89 Bordeaux, qui pour le coup est partiellement payant, mais qui a un positionnement particulier, qui vise plutôt des gens de sensibilité de gauche, et c'est tout à fait honorable, mais c'est pas la ligne de Médiacité, et qui ne sortent pas d'enquêtes aussi approfondies que celles qu'on peut sortir. Vous avez la Tribune, et qui est plutôt sur un positionnement de création d'événements autour d'un journal, plutôt que de la production d'enquêtes fouillées en matière économique. Vous avez un site qui s'appelle Far West, que certains d'entre vous connaissent, qui est un petit site qui est en train de changer de modèle, qui va s'adosser de plus en plus sur du papier, à la faveur d'un trimestriel, qui lui fait des enquêtes, mais à un rythme trimestriel, qui sont d'ailleurs des amis. On pourrait tout à fait imaginer de s'associer avec eux sur certaines enquêtes. Vous avez un nouveau site qui s'appelle Place Éco, qui essaye de couvrir l'actualité économique de la ville, mais tout jeune et encore fragile. Vous avez Aki, qui est un site qui essaye de couvrir l'ensemble de l'actualité de la Nouvelle-Aquitaine, mais là encore avec peu de moyens. Et donc, vous voyez une sorte de constellation de petits acteurs qui ne font pas le poids par rapport au poids lourd Sud-Ouest. Et la situation, de ce fait, n'est pas saine, en ce sens qu'il n'est pas sain d'avoir un acteur dominant qui écrase tout et qui écrase la concurrence, parce que l'émulation est bienvenue, parce qu'il faut se challenger, et on pense et on est persuadé, d'ailleurs on le fait, qu'on peut apporter une information différente à Bordeaux, si on choisit cette ville, que celle que l'on retrouve dans Sud-Ouest. Et pourquoi ? Parce qu'on a l'indépendance absolue, c'est-à-dire pas de publicité, des journalistes qui contrôlent la majorité du capital, le reste du capital qui est réparti entre un nombre élevé d'actionnaires, actuellement une quarantaine, et demain sans doute plus. Et donc vraiment une équipe qui est au service de ses lecteurs et qui enquête au plus profond et en toute indépendance, et voilà, qui n'ont pas de lien d'affaires avec les entreprises, qui n'ont pas de susceptibilité à ménager, et donc on est, je pense, le complément parfait d'un grand journal de PQR, parce qu'on apporte de l'information différente. Voilà. Et tu évoquais un Yalta régional, mais est-ce que ça veut dire que le cas particulier de Bordeaux et la prédominance de Sud-Ouest est spécifique à cette région, ou est-ce que dans toutes les régions, il y a un grand média qui s'impose, et en particulier dans le cadre de cette question, je me dis, dans l'Ouest, tu as le Courrier de l'Ouest et Ouest France quand même, qui sont deux gros, mais il y en a quand même deux, tu vois. Donc je me dis, oui, mais déjà il y en avait 3 autrefois, il n'y en a plus que 2, et c'est le même groupe de presse, c'est Ouest France. Presse Océan, le Courrier de l'Ouest, donc à Angers, Presse Océan à Nantes, ou Ouest France à Nantes également. Donc c'est un cas de figure singulier, puisqu'ils ont décidé de maintenir des titres de presse différents, mais c'est le même groupe, et donc avec d'ailleurs de moins en moins de moyens pour chacun des journaux, avec une tentative de fusion et de rapprochement des équipes. Donc le côté Yalta territorial et monopole ou quasi-monopole en région est mauvais pour la presse. Il n'y a plus de pluralisme d'idées. D'ailleurs, nous, on l'a mesuré. On l'a mesuré à la faveur d'une enquête. Vous avez en France
plus que 17 départements sur la centaine de départements. Il y a 101 départements en comptant l'outre-mer. Il n'y a plus que 17 départements en France où il y a la présence de au moins 2 journaux issus de 2 groupes de presse différents. Hein. C'était 34 départements il y a 10 ans. Donc vous voyez, en 10 ans, on a divisé par 2 le nombre de départements en situation de pluralisme de la presse. Donc, oui. Pourquoi? C'est parce que ça s'est concentré ou parce que Bien sûr. Bien sûr, c'est parce que ça s'est concentré, en ce sens que toute la presse a des difficultés, et donc pour faire des économies, eh ben, on élargit le périmètre et on fait des synergies, des économies d'échelle. Hein, c'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, mais avec le numérique et la mutation du journalisme, je pense que la démocratie retrouve petit à petit ses droits, non? Alors, le numérique permet effectivement de casser un peu les frontières, et donc on compte bien en profiter, hein, effectivement. C'est pour ça que ça fait sens, effectivement, d'un journal en numérique avec voilà un abonnement, du récurrent. Et justement, c'est une des questions qu'on a là. Alors, une première question de M. Boucher, elle est double en fait. Les éditions de chacune des 4 villes sont-elles différentes? Parce que je pense que M. Boucher parle du présent en fait. D'accord. Alors, les éditions des 4 villes sont différentes en ce sens que, évidemment, les enquêtes sont différentes. Si vous voulez, la structuration, c'est qu'il y a un rédacteur en chef par ville qui décide de sa programmation, qui va chercher les pigistes, qui corrige la copie, qui est vraiment l'organisateur, un peu par ville. J'ai vu qu'il y avait une autre question qui était: est-ce que quand on s'abonne, on accède aux 4 villes? La réponse est oui. Hein. Et d'ailleurs, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à 5 villes, 6 villes, mais de couvrir à terme l'ensemble des grandes métropoles françaises pour s'ériger peu à peu dans un média qui est spécialiste des métropoles, en quelque sorte, avec aussi des points de comparaison d'une métropole à l'autre. Parce que chacun souffre d'être un petit peu dans son précaré. Et donc, on a déjà lancé pas mal d'enquêtes où on compare les situations d'une ville à l'autre. Et ça fait beaucoup de bien aux lecteurs de voir comment d'autres villes comparables ont pu gérer un problème similaire. Je ne sais pas, faut-il construire un tramway dans une ville? Quel était le coût au kilomètre de ce tramway dans telle autre ville? Est-ce qu'il est pertinent de faire des pistes cyclables? Comment telle ville a réussi son autonomie alimentaire, etc., etc. Et il y a plein d'initiatives qui sont vertueuses et qui peuvent être source d'inspiration d'une ville à l'autre. Ok. Alors, une question de M. Boucher, là, qu'on a déjà évoquée et qui a été répondue qui a trouvé réponse dans les écrits d'Alexis. Et combien coûte l'abonnement annuel? Alors, c'est 60 € par an, soit l'équivalent donc de 5 € par mois. Si vous décidez de vous abonner au mois, c'est 7 €. Voilà. D'accord. Et donc, c'est un prix qui est... voilà, on a choisi exprès de tirer le prix le plus bas possible pour, je répète, que ce ne soit pas une barrière à l'accès à l'information. Bien sûr. Une question de Bertrand. Là, on revient un peu sur le sujet des spécificités éditoriales par ville. Est-ce que vous avez prévu ou pensé à des thèmes bien spécifiques liés à la région Nouvelle-Aquitaine, comme la viticulture, par exemple? On aurait tort de ne pas s'intéresser à la viticulture, parce que c'est pas assez dit, mais il y a une grosse crise dans le secteur, et il y a une crise de surproduction. Et on comprend bien que c'est un sujet hypersensible, mais évidemment, on va s'emparer de ce genre de sujet. Il y a eu un changement donc de maire, ce qui était quand même une révolution à Bordeaux. Comment Pierre Urmic s'en sort-il pour diriger la ville? Évidemment, on va s'intéresser de près à cela. La droite est en pleine effervescence et d'ailleurs en plein tumulte, parce que les règlements de compte sont foison. Donc, on va s'intéresser aussi à ça, puisque ceux qui aiment la politique doivent savoir ce qui se trame.
Je ne sais pas, moi, Thomas Cazeneuve habite-t-il à Bordeaux? Il prétend faire de la politique à Bordeaux. Il semblerait qu'il soit plus souvent à Paris qu'à Bordeaux. Il y a des questions insolentes à se poser. Et pourquoi les Gilets jaunes étaient aussi puissants à Bordeaux en 2019 où en sont les inégalités territoriales sur la métropole bordelaise? Les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux, c'est le grand stade de Bordeaux. Il y a 1000 sujets d'investigation qui mériteraient d'être traités. Même Mola, regardez, Mola. Il y a eu une grosse enquête organisée, publiée par Le Monde, en lien avec Far West, qui était la petite revue le site dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. C'est tout à fait le genre d'enquête qui ne serait jamais sorti sans la présence de médias, on va dire, différents. Nous, on arrivera avec une force de frappe et la possibilité de sortir des enquêtes sur l'envers du décor de ce monument de Imola, de cette première librairie ou quasiment première de France, comment ça fonctionne, les secrets de sa réussite, les limites de sa réussite, ça fait partie des sujets qu'on pourrait traiter. Super. Alors, question qui suit, quelle est la fréquence des éditions et comment y accède-t-on concrètement? C'est un abonnement par Internet, hein, donc vous vous abonnez, vous recevez un code d'accès en quelque sorte. La fréquence, la promesse éditoriale, hein, c'est de sortir une grosse enquête par semaine et par ville. Donc actuellement, tous les mardis, par exemple, c'est une grosse enquête sur Toulouse. Tous les mercredis, c'est la même chose sur Lyon, et ainsi de suite. Le jeudi, c'est Nantes, et le vendredi, c'est Lille. Avec la 5e ville, Bordeaux, ce sera peut-être le lundi, je ne sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour préciser, il y a quand même plus d'articles qu'il n'y a de semaines dans l'année, et loin s'en faut, parce que je crois qu'en 2020, c'est entre 600 et 700 publications. Donc, je veux dire, il y a les grosses enquêtes, et puis il y a les suivis, il y a des interviews, il y a des comparaisons, il y a beaucoup de choses en fait qui viennent compléter. L'objectif étant pour garder quand même un intérêt pour le lecteur. Tous les jours, quand je me connecte, je vais avoir quelque chose de nouveau. Même si c'est pas forcément dans ma ville, qu'à minima, il y a d'autres articles sur d'autres villes qui puissent m'intéresser, mais qui est une nouveauté sur la page à chaque fois qu'on se connecte. Tu as raison, Alexis. La promesse minimale, c'est une enquête par semaine et par ville, mais dans les faits, c'est beaucoup plus étoffé. D'accord. Et combien de temps, justement, une enquête peut-elle prendre? Il y a des enquêtes qui nous prennent 6 mois. Ah, oui. Là, on est sur une grosse enquête qui, évidemment, on ne fait pas que ça. Hein. Et elle sort quel jour pour qu'on sache de quelle ville il s'agit? Comment? Elle sortira quel jour de la semaine pour qu'on sache de quelle ville il s'agit? Elle sortira le mercredi. Donc, c'est quoi? C'est Lyon? C'est Lyon. Voilà. Ouais, j'ai suivi. Il n'y a pas 2 enquêtes qui se ressemblent, si vous voulez. Il y a des enquêtes qui méritent d'être menées au long cours, mais en moyenne, un journaliste, pour sortir une enquête médiacité, travaille à peu près 3 semaines hein, sur le sujet. Ok. Donc c'est fouillé, quoi. C'est effectivement, on n'est pas sur. Ce qui est un luxe qu'on offre à nos pigistes. Déjà, on les respecte, on travaille étroitement avec eux, on est vraiment en lien avec eux, on bonifie la copie avec eux, on médiatise leurs travaux avec eux, et donc on les paye correctement et on leur donne la possibilité de s'exprimer dans la durée, dans la distance en quelque sorte. Et on les presse pas, quoi. Il y a une sorte de programmation avec entre 6 semaines et 8 semaines d'avance. Hein. Donc il y a beaucoup de sujets qu'on mène parallèlement. Et puis, on peut comme ça les mettre de côté, on peut faire patienter si l'enquête n'est pas tout à fait bouclée. Et on ne se laisse pas dicter on n'est pas sous la dictature de l'instantané. Ok. Alors, une question de Bertrand que je ne comprends pas forcément, mais je la pose quand même. Est-ce que le choix de Bordeaux est un choix géographique stratégique afin que le journal ait une plus grande présence sur l'ensemble du territoire national? Lille, Nantes, Lyon, Toulouse et Bordeaux. Stratégie. Alors, si c'est stratégie géographique au sens maillage, je comprends la question. Si c'est stratégie au sens
tiens, là, il y a des gens qui sont dans des CSP qui peuvent être intéressés par la presse et donc ça fait plus de sens que dans d'autres villes. Voilà, je pense que cette question est autour de ça. D'accord. Alors, la stratégie, c'est de couvrir l'ensemble de la France et des grandes métropoles françaises. Hein. Après, l'ordre d'investissement, en quelque sorte, des villes, peu importe. Bordeaux a un potentiel. Hein. Je vais vous dire les 3 critères qui sont importants pour s'implanter dans une ville. Il y a le potentiel de la ville. On le mesure avec plusieurs indicateurs. L'un des principaux, c'est ce qu'on appelle les fonctions métropolitaines supérieures. C'est-à-dire on regarde dans les bases de données INSEE cette catégorie-là qui correspond au cadre sup, privé, public. Voilà le premier critère, donc le potentiel de la ville. Bordeaux, c'est quand même 250 et quelques mille habitants, c'est 1,2 million si on raisonne en aire urbaine, donc il y a le potentiel. Hein, et il y a des chercheurs, il y a 16 000 chercheurs, donc il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi atteindre nos 2000 abonnés, hein, c'est notre objectif. Deuxième critère, c'est les équipes. Hein. Les équipes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des pigistes de qualité qui ont le goût de l'enquête. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé sur la base du réseau de pigistes puisque j'étais rédacteur en chef à l'Express et en charge du service région. Hein, et donc j'avais déjà un réseau de pigistes. Donc dans pas mal de villes médiacitées, il y a des anciens correspondants régionaux de l'Express. Donc ça peut être une bonne base pour lancer une ville. À Bordeaux, il n'y a pas de problème de qualité d'enquêteurs parce qu'il y a pas mal de journalistes qui sont indépendants et qui y habitent. Hein. Donc, je suis en train de voir les contours de l'équipe. Et le troisième critère, c'est le critère de la concurrence. Hein. La concurrence, donc, qui explique pourquoi on n'est pas non plus à Marseille. Et donc, la concurrence n'est pas étoffée à Bordeaux. C'est assez étonnant, mais pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors après, est-ce que ce sera Bordeaux? Il faut être très sérieux, parce que quand on lance une opération comme ça vaut à peu près 200 000 euros. C'est-à-dire que pour réussir une implantation, il faut avoir à peu près 200 000 euros devant soi pour pouvoir tenir 3 ans en espérant atteindre l'équilibre dans cette ville à échéance de 3 ans. Donc c'est quand même de l'argent, donc il ne faut pas se planter. Donc la décision n'est pas encore prise à ce jour. La décision sera prise en juin pour un lancement fin d'année, novembre, décembre. Hein. Mais c'est à partir de juin qu'on pourra savoir si oui ou non on a choisi Bordeaux plutôt qu'une autre ville. On en étudie d'autres, mais Bordeaux est bien placé. On étudie Nice, on étudie Montpellier, on étudie Rennes, mais Bordeaux est bien placé. Alors Nice, c'est pas rigolo, c'est le même maire, non? Encore, ça n'a pas changé. C'est le même maire, mais ça reste très, très rigolo pour reprendre ton terme. C'est très intéressant. J'essaie de faire en sorte que vous nous rejoigniez, quoi. Enfin que vous couvriez notre actu pour qu'on puisse lire la ville, en fait. C'est ce qu'apporte un journal comme le vôtre, il me semble, une lecture en fait de l'envers du décor de l'environnement dans lequel on est, quoi. Moi, je pense qu'il y a besoin de journalistes exigeants, professionnels, pour sortir des informations qui doivent sortir. Voilà, et que c'est sain, et qu'il y a une part de transparence sur l'action publique, voire sur l'action privée des entreprises, et que mon regret, comme journaliste, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier, j'ai 54 ans, c'est de voir le déséquilibre dans le rapport de force entre les puissants, entre des décideurs, entre des barons locaux, comme on les appelle parfois, et la presse. La presse est quasiment nue, elle est faible, elle est pas assez incisive, elle a perdu son acuité, elle s'est parfois endormie, elle est parfois connivente. Donc il faut rehausser le niveau d'exigence, parce que le public s'est aussi détourné en partie de la presse. C'est pas la seule raison, mais en partie parce que le public était déçu. Si on arrive à réintéresser par des scoops, par des investigations profondes, approfondies et indépendantes le public, on va gagner. C'est sain d'avoir une presse de qualité. La presse française souffre déjà d'être contrôlée par des gens dont l'activité essentielle n'est pas la presse.
Et ça, c'est jamais sain dans une activité économique. À l'inverse de l'Allemagne, où vous avez des groupes de presse qui sont spécialisés sur des activités de presse ou d'édition, ou au Japon, en Finlande, dans beaucoup de pays, vous avez des champions de l'information. Et nous, nos champions de l'information, les patrons, ils font autre chose, quoi. Ils font autre chose que la presse. Ils font la presse en plus. Ça, c'est pas très sain. Donc voilà la conviction de fond. Je vois encore plein de questions qui diffusent. Oui, c'est bien, nos internautes investisseurs potentiellement, on va y venir, sont prolixes ce soir, c'est super. Alors, il faut que je remonte suffisamment haut. Voilà, une question de Marc-Henri, encore, Boucher. Mars Actu n'a-t-il pas prévu de créer Board Actu? Alors, Mars Actu, comme je vous le disais tout à l'heure, est arrivé à l'équilibre. Avec 5000 abonnés. Alors, c'est pas le même modèle, hein. Ils sont plus nombreux, ils ont mis plus de force sur une ville. Donc, on réfléchit avec eux à la façon dont on pourrait trouver des alliances ou des partenariats. Pour l'instant, ils n'ont pas encore défini une stratégie et donc leur but n'est pas d'arriver à Bordeaux. S'ils s'émancipent de la métropole ex-Marseille, ce serait plutôt pour aller à Toulon, ou en tout cas à proximité immédiate de Marseille. Bon, alors toujours plus pointu sur le régionalisme, est-ce que vous prévoyez des thématiques propres au bassin bordelais à aborder selon vous? Alors, je ne sais pas si bassin, ça veut dire bassin au sens arcachon du terme, ou si ça veut dire bordelais, juste la région bordelaise. On parle de bassin parisien, mais bassin bordelais, je ne connaissais pas cette expression. Donc, on a, comme je le disais là encore tout à l'heure, une approche métropolitaine. Donc, néanmoins, on n'est pas bête, c'est-à-dire qu'on peut s'emparer de sujets qui intéressent les Bordelais, même si l'événement n'est pas dans la métropole bordelaise. Donc, il y aura sans doute des investigations autour d'Arcachon. Peut-être on tirera vers les Landes de temps en temps, parce que ça peut intéresser les Bordelais. La centrale nucléaire de Blaye, il y a de l'actualité, ça va intéresser les Bordelais. Pourtant, on n'est pas dans la métropole. Tout ce qui est susceptible de passer un habitant de la métropole rentre dans le champ de médiacité. Ok. Alors, toujours une question de Marc-Henri. Jacques, tu nous entends? Oui, très bien. Okay. Parce qu'on a perdu ton image, mais peut-être c'est une question de réseau qui est un peu moins bon chez toi. Mais c'est pas grave. Si tu nous entends, c'est le principal. Y a-t-il un tronc commun entre les 4 éditions pour les sujets nationaux? En fait, y a-t-il des sujets supra-tronc? Oui, bien sûr. Régionaux, quoi. Bien sûr. Donc, on lance régulièrement, c'est pas le cœur de l'offre éditoriale, mais on lance régulièrement des enquêtes qu'on appelle transversales. Je vais vous donner un exemple. On s'est intéressé à la police municipale. Toutes les villes, ou quasiment tous les candidats ont dit « je vais renforcer ma police municipale ». Et en fait, ce qui nous a intéressé, c'est que on a beau le dire, et le clamer et le répéter, il y a un problème de pénurie de policiers municipaux. C'est-à-dire qu'on en produit, entre guillemets, pas assez, on en forme pas assez. Et donc les villes se les pillent, se les arrachent les uns les autres. Et donc on s'est intéressé à cette pénurie de policiers municipaux et au fait que des villes les plus huppées, les plus riches, étaient en meilleure position pour s'arroger des policiers municipaux et donc les prendre à des villes plus pauvres qui en ont peut-être plus besoin. Pour contourner les règles de rémunération, il y a plein d'astuces qui permettent aux villes d'attirer de la police municipale. Ça peut être de l'armement, ça peut être de l'équipement, ça peut être des primes, ça peut être des astreintes qu'on paye sans forcément demander à ce qu'elles soient effectuées, ça existe. Et donc c'est tout ce marché des policiers municipaux qui nous a semblé intéressant d'observer et d'enquêter à l'échelle de nos 4 villes, parce que c'est une problématique nationale qui était très peu abordée. Tout le monde se contentait de répéter il faut plus de policiers municipaux, etc., etc., etc. Voilà. Donc voilà un exemple parmi d'autres de sujets nationaux traités avec des ancrages locaux dans nos 4 villes.
Ouais. Et là, on voit sur ce type d'enquête tout l'intérêt de pouvoir avoir des comparables entre métropoles, quoi, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Ok, merci. Alors, une question un peu dans la même veine d'Alain F. La zone ciblée. Alors, toujours, nos, nos investisseurs internautes ce soir sont donc toujours dans la conviction que, comme moi d'ailleurs, que ce sera Bordeaux. Enfin, on le souhaite, puis on attend juin. On a bien compris que c'était stratégique et clivant comme décision pour vous. Mais la zone ciblée est-elle Bordeaux, dans l'éventualité où c'est Bordeaux, ou est-il prévu de s'attaquer au sujet lié à la région Nouvelle-Aquitaine plus globalement? C'est un peu la même question que ce qu'on a vu Mm. déjà. Alors, non, l'essentiel des sujets seront liés à la métropole de Bordeaux. S'il y a des sujets à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine qui peuvent intéresser des habitants de la métropole de Bordeaux, on les traitera. Mais par exemple, les régionales, le scrutin régional, s'il se tient en juin, évidemment, on le traite. Là, on est déjà en train d'enquêter sur Xavier Bertrand, sur Laurent Wauquiez et d'autres, hein, sur Christelle Morancé à Nantes, par exemple. Donc ça, c'est l'échelle régionale, hein. Mais on le traite parce que ça intéresse notre cœur de cible. Et notre cœur de cible, c'est l'approche métropolitaine. Pourquoi? Parce que c'est dans des zones denses qu'on a le plus de chances d'avoir des abonnés. Et il faut une certaine récurrence d'articles de proximité pour que les gens finissent par s'abonner. Ils ne s'abonnent pas au premier coup, parce qu'au départ, ils se disent, mais c'est qui Médiacité? Est-ce qu'ils sont sérieux, hein? Donc ils tournent autour de nous, et s'il n'y a pas un nombre d'enquêtes de proximité suffisant qui revient, eh ben, ils ne finiront pas par craquer, hein. C'est pour ça qu'on tient à cette approche métropolitaine. Ok. Une question d'Étienne Verne qui lui aussi part du principe qu'il est bien possible que ce soit Bordeaux. Quand pensez-vous publier votre première enquête bordelaise? En gros, Eh bien, si c'est Bordeaux, comme je vous l'ai dit, ce sera novembre ou décembre 2021. d'accord. Voilà. Et alors, ces sujets d'enquête, est-ce qu'ils sont annoncés une semaine avant, le jour de la semaine qui suit, propre à chacune des villes? En général, on réserve la surprise. D'accord. Donc, il est très rare qu'on annonce. Parfois, on fait un peu de teasing, hein, donc la veille ou l'avant-veille. Il est très rare, sauf exception, hein, qu'on annonce avec plus d'avance que ça. D'accord. Un scoop, ça doit faire la différence par la surprise, quelque part, Bien que sûr. ça suscite. Alors, quel sera votre positionnement vis-à-vis de Sud-Ouest? Là encore, dans l'éventualité où c'est Bordeaux, le quotidien phare local. Positionnement, c'est. Alors, ça veut tout dire, hein. Voilà. On aura un positionnement confraternel, c'est-à-dire que Sud-Ouest fait son job, c'est compliqué, avec moins de moyens, ils sont en difficulté d'ailleurs. Ils sont en train de se repositionner sur ce qu'on appelle le digital first, c'est-à-dire que le papier, le journal papier ne deviendra qu'une sorte de prolongement de ce qui sera publié préalablement sur le site, hein. Donc tous les journaux ont fait cette mue. Sud-Ouest n'est pas le premier. C'est un changement culturel profond. Je leur souhaite bien du courage et c'est sincère ce que je dis, parce qu'on a besoin de bons journaux, hein, partout. Cela étant, ce sera aussi un petit concurrent, voilà, même si au fond de moi je suis convaincu que nous sommes plus complémentaires que concurrents, et on n'est pas agressif, on pense qu'on va sortir des choses et ce sera très bien pour tout le monde. D'ailleurs, je constate que dans certaines villes où nous sommes présents, des journaux quotidiens, hein, régionaux, se sont repositionnés pour, avec l'idée, mais on ne va pas laisser l'exclusivité de l'enquête à Médiacité, on va recréer une cellule d'enquête, et ils sont plus nerveux, ils sont plus incisifs, et c'est très bien. Oui, c'est l'émulation dont tu parlais tout à l'heure. C'est Tout à fait. un des rôles. Ok. Alors, on va peut-être parler chiffres parce qu'il reste 7 minutes. Oui. Mais avant ça, je voulais juste te rappeler, puis il se trouve que la question de M. Boucher concerne les chiffres, encore. Je vais juste rappeler que donc, vous êtes en levée de fonds encore pour une semaine sur Happy Capital, un petit peu plus si nécessaire, et avec grand plaisir, que le ticket d'entrée, c'est aux alentours de 300 €, qu'on a déjà collecté 215 000 € sur cette levée de fonds, ce qui va vous permettre, donc vraisemblablement,
d'ouvrir une nouvelle ville et gageons que ce soit Bordeaux, pourquoi pas. Vous dire aussi que cet investissement à partir de 300 € vous donne droit à 50% de réduction fiscale, ce qui fait qu'un investissement de 300 € vous donne droit à un remboursement de 150 € par le fisc sous la forme d'une réduction d'impôt, sauf erreur de ma part, et qu'on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous trouverez le détail du site, du projet sur notre site API Capital, www.api-capital.com, et tout le détail. Et peut-être là, on peut ouvrir le volet chiffres et essayer de ramasser les quelques questions. Une première question autour des chiffres, c'est Monsieur Boucher qui nous dit qu'avec 2000 abonnés, 60 €, un CA de 120K € par ville, donc vous payez 2 ETP, des pigistes et des frais généraux. N'est-ce pas ambitieux? Alors, j'ai répondu. Je peux un peu général, Alexis, je te laisse faire. Bien sûr, j'ai répondu déjà dans le chat à pas mal de points, mais je les reprends avec plaisir. Ouais, ça paraît, en fait, ça paraît effectivement, si on regardait une start-up, entre guillemets, normale, de type comment dire, boîte de tech avec beaucoup de développeurs, ça paraîtrait complètement insensé. En réalité, la presse est un métier de vocation, beaucoup plus que de rémunération. Les journalistes sont de façon générale plutôt très mal payés par rapport à leur niveau d'études et je dirais aux équivalents qu'on a dans des startups plus classiques. Voilà, ce que je disais dans le chat, il y a des salariés, on peut avoir des pigistes temps plein, des salariés temps plein pour 2000 € net par mois, ce qui dans beaucoup de professions à bac+5 va paraître faible, y compris des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc c'est vraiment un monde où il y a des salaires sont bas, les charges sociales sont bas parce que le régime de protection sociale des pigistes et des journalistes est un petit peu spécial. Avec la carte de presse, il y a moins de charges sociales que pour des CDI classiques type développeur, bizdev, etc. Donc ça permet de faire un peu à l'économie. Par ailleurs, chez Mediacité en particulier, je sais dans le milieu en général, les frais fixes sont vraiment sous contrôle, les frais généraux sont sous contrôle. Il n'y a pas d'abus dans les voyages, il n'y a pas d'abus dans les déplacements de la restauration, etc. On fait vraiment chichement. Je dirais, avec peu de moyens, on est allé loin jusqu'à présent et on continue. Quand on loue des bureaux, ça coûte pas très cher, c'est quelques centaines d'euros, moins de 500 € par mois dans des villes comme Toulouse ou Lyon, et c'est suffisant. Voilà, on fait l'économie en fait, et du coup, ça paraît peu, mais en fait, c'est jouable, et ça permet même d'absorber une partie des frais fixes. On a quand même des frais fixes un peu centraux, je dirais, dans l'équipe. Voilà, il y a une partie de l'équipe qui en fait travaille pour les villes. Il y a des rédac chefs, je dirais, de chaque ville, donc eux pèsent entre guillemets sur le budget de leur ville. Mais il y a aussi des gens comme moi, comme Jacques, qui sont au niveau entre guillemets national. Et en fait, le coût est absorbé par l'ensemble des 4 villes. Et c'est aussi un intérêt d'ouvrir de plus en plus de villes. C'est que quand on n'est que sur une seule, on a vu, quand on est sur une seule ville, si on prend l'exemple de Mars Actu qui annonce 5000 abonnés et qui est passé rentable maintenant, donc c'est 5000 pour une ville. Nous, on pense à 9000 abonnés sur 5 villes, je dirais. Mais je dirais plus on va grandir en nombre de villes, plus le point mort par ville, plus le nombre d'abonnés nécessaires par ville va baisser. On va moins de 2000 personnes par ville, et si on ouvrait 15 villes ou 20 villes, on pourrait descendre encore peut-être à 1500 abonnés par ville. On sera de plus en plus efficace car le coût du site, par exemple, le site c'est l'exemple peut-être le plus évident, on a un site web pour X villes. Et rajouter une ville au site web, je sais pas moi qui le ferais, mais je parle au nom du développeur, c'est littéralement quelques minutes de travail pour rajouter une 5e page Bordeaux. Ce qui coûte cher, c'est de faire les articles. La partie back-end technique, elle est très simple. Donc il y a un intérêt vraiment à mutualiser ce genre de coût fixe sur plusieurs villes. Ok. Alors, je ne sais pas si on peut parler là, dans les quelques minutes qui nous restent. Il me semble qu'il y a 2 questions importantes qui méritent réponse. Alexis, juste sur la trajectoire et la date d'atteinte du break-even, et puis peut-être aussi sur la stratégie de sortie, un rachat par un grand média. Est-ce qu'un jour c'est envisagé? J'ai une question de Monsieur Boucher autour de pourquoi pas
le Figaro ou Sud-Ouest pour Bordeaux? Est-ce que vous vendriez ville par ville ou pas? Enfin voilà, si on peut se projeter jusque-là pour donner voilà, un horizon de temps Bien sûr. à nos investisseurs. Ouais, tout à fait. Alors, je pense que le rachat, c'est effectivement une des options. Enfin, il y a plusieurs options de sortie. Il y a l'option à la Mediapart, si Mediacité marche très bien. En gros, voilà, ça marche très bien. On a beaucoup d'abonnés, le journal devient entre guillemets très riche. Il y a l'option Mediapart où en fait on rachète nos investisseurs. Le journal crée une espèce de fondation d'institution qui va protéger son indépendance pour les années à venir et par ses propres recettes, par ses propres gains, va racheter les investisseurs qui sont arrivés au début. Tout le monde a gagné de l'argent en portant un beau projet et je dirais tout le monde est content. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est effectivement de se vendre à un groupe de presse qui est plus gros et qui voudrait retrouver une compétence locale. Jacques en parlait, mais la compétence locale a disparu des grands groupes de presse. L'idée, c'est pas non plus de se vendre à n'importe qui et c'est pas non plus de se vendre à la découpe. Je pense que ce qu'on va créer justement comme ça, créant un réseau de villes, l'idée c'est pas de le casser à la première occasion pour aller vendre Bordeaux à Sud-Ouest, Lille à la Voie du Nord, etc. Enfin, Jacques le confirmera, mais c'est pas du tout l'esprit. Donc ça pourrait effectivement être un gros groupe de presse dont on partage les valeurs et qui en tout cas comprend l'intérêt de ce qu'on veut faire et veut garder notamment l'indépendance. S'il y a une valeur en particulier, c'est l'indépendance par le fait que le journal est financé par ses abonnements. Quelqu'un avec qui on arrivera à garder ce business model, je vois pas d'objection. Il y a une troisième piste qui est plus éloignée, moins certaine, mais que certains de nos business angels nous suggèrent. C'est si un jour on grossit vraiment, c'est-à-dire si on est peut-être sur 25-30 villes, sait-on jamais. Voilà, ça serait une espèce de mini introduction en bourse. Alors, on s'avance beaucoup parce que ça c'est un sujet dans pas mal d'années pour être clair, mais c'est une volonté des bourses européennes de faciliter l'arrivée en bourse d'acteurs plus petits que d'habitude. D'habitude, aller en bourse, ça coûte très cher, beaucoup de réglementations, beaucoup de régulations à mettre en place. Ils veulent un petit peu simplifier ça. Et moi, je me dis que ça aurait du sens. Enfin, pourquoi pas, dans un monde où toutes les conditions seraient réunies, ça aurait du sens pour un projet qui est communautaire comme le nôtre, qui s'appuie sur le membership, où en fait nos abonnés je dirais, choisissent les sujets, ils nous financent via la Société des Amis, etc. Ça aurait du sens de faciliter vachement l'actionnariat d'une structure comme la nôtre, pour l'éclater, ou je dirais le rendre le plus accessible possible. Troisième piste de sortie, mais qui est la moins évidente, parce que la plus lointaine pour être clair. Voilà. Et donc les deux premières pistes sont les plus envisagées, quoi, les plus évidentes. Jacques, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Oui, bien sûr, même s'il ne reste plus beaucoup de temps. En fait, c'est un peu compliqué peut-être pour vous, là, puisque vous ne me connaissez pas, mais vous savez, j'étais rédacteur en chef à l'Express. J'avais un gros salaire et j'ai quand même levé le doigt pour partir. Et je l'ai fait pour défendre le métier auquel je crois, que j'ai choisi entre beaucoup d'autres. Je gagne presque 4 fois moins maintenant qu'à l'époque, mais je ne regrette pas du tout. C'est-à-dire que je ne regrette pas du tout parce que c'est une aventure qui a du sens, c'est une aventure qui est en croissance. Elle est plus lente, cette croissance, que prévu. Hein, mais donc, tout ce qu'on a fait est acquis. On a fait 2500 enquêtes depuis le début. Elles sont jugées de qualité. Je vous ai dit les prix qu'on a gagnés. On n'a pas encore trouvé le scoop qui va nous permettre de performer comme dans l'histoire de Mediapart, ça s'est passé. Hein. Mais non seulement je crois au sens de ce projet, à la nécessité d'avoir une presse pugnace, indépendante, incisive, et une presse qui joue un rôle de contre-pouvoir démocratique dans les villes. Et je pense que Bordeaux gagnerait à avoir Mediacité. Hein. Mais je pense aussi qu'un jour ce sera lucratif. Et pourquoi? Parce que la presse est en pleine réinvention. Je le disais tout à l'heure. Donc, on a des marques de presse qui vont disparaître. Et parmi celles-ci, des marques anciennes, des marques qui sont en grande souffrance, des marques qui ont des coûts de structure élevés. Nous, on est un petit bateau
très, très agile, très souple à manœuvrer. Et on est en croissance. Et si on atteint notre point mort, tout nouvel abonné, ou quasiment, c'est de la marge nette ou quasiment. Hein. Regardez le modèle économique de Mediapart sur lequel on est calé. Mediapart a publié récemment ses résultats pour 2020. C'est incroyable. Ils sont à plus de 210 000 abonnés. Ils ont réalisé 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en résultat net, ils sont à 4 millions. Donc, demain, s'il y a une sorte de Mediapart local, j'aime pas l'expression parce qu'on n'est pas Mediapart, hein, et on ne s'assimile pas à Mediapart, on n'a pas la même identité que Mediapart. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est ni gauche ni droite, on est des soldats du journalisme et du bon journalisme. Et si un jour, il y a l'équivalent d'un Mediapart local, ce sera Mediacité. Et ça, je peux l'assurer parce que je sais ô combien c'est très difficile à imiter, à copier. Et on est parti et maintenant, on a 4 ans d'avance sur des gens qui voudraient nous copier. Et donc, franchement, ça va être très, très dur pour nous copier. Donc, si on arrive à tenir et à percer un jour, je pense vraiment que ça peut être lucratif pour vous qui aurez eu confiance en Mediacité parmi les premiers. Ok, bah merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que ouais, 19h35. Il y avait une question autour de l'actionnariat, de savoir qui était à votre capital, auquel on n'a pas forcément répondu, mais tu en as parlé, Jacques. Tu as dit que c'était un capital éclaté, et ce qui fait sens, hein, d'ailleurs, d'un point de vue, comment dirais-je, d'indépendance, de non-appartenance à un groupe. Tu veux en dire un mot de plus ou est-ce que Non, parce que je peux dire un mot de plus parce que c'est très singulier. Il y a peu d'entreprises qui comptent comme nous une quarantaine d'actionnaires. Il n'y en a aucun qui est dominant. Ça fait un beau réseau. C'est des gens qui s'apprécient parce qu'ils partagent des valeurs, celles qu'on porte. Ceux qui veulent s'impliquer, on les réunit. Là, on a prévu 2 déjeuners, donc limités à 6, rassurez-vous, le 21 et le 28 avril. Les gens ont envie d'aider, d'accompagner, et puis de gagner de l'argent à terme. Mais il y a un beau mélange entre les valeurs partagées et le souci de retrouver sa mise à terme, tout en ayant accompagné un beau projet. Hein. Donc 40 abonnés, c'est très singulier. Demain, il y en aura 50, peut-être 55. Et c'est vrai que ça a du sens parce que autour d'un projet presse, il est vraiment inclusif, quoi. Et on peut vraiment associer des gens autour de ça parce qu'il y a un enjeu. Et l'enjeu, vous le connaissez, hein, l'enjeu, tous les jours, vous pouvez en parler. L'enjeu, c'est la mauvaise information, c'est l'infobésité. Donc, trop d'infos, tue l'info, c'est le complotisme, c'est les fake news, c'est ça. Hein, il y a un enjeu énorme. Hein. Et donc, nous, on est dans ce registre-là, c'est assez singulier. C'est une société différente, mais elle est ouverte. Elle vous est ouverte. Et donc, le travail de Alexis est remarquable. Vous êtes au courant, autant que vous le souhaitez, de tous les résultats et de la progression de Mediacité. Donc, c'est une aventure, en fait. C'est une aventure humaine et économique. Oui, c'est vrai qu'Alexis fait parvenir aux investisseurs régulièrement des reporting sur vos key figures, les principaux éléments, indicateurs qui permettent d'apprécier effectivement le développement de votre trajectoire commerciale. J'en atteste. Ben, merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Alexis, pour votre temps. Merci à tous pour la multitude de questions. C'était vraiment super interactif. Donc, c'est ce qu'on voulait. Donc, voilà, merci encore. Et puis, vous pouvez les retrouver sur notre site encore pour une semaine à partir de 300 €. N'hésitez pas à les soutenir. Nous, on trouve que c'est un super projet, voilà, qui fait sens, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier d'ailleurs.